Bonjour à tous et bienvenue dans Bissovajeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bissovajeune. Comme vous le savez, Bissovajeune, c'est une plateforme pour nous, les jeunes Congolais. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est sur ce plateau que ça peut se passer. Aujourd'hui, nous allons parler de digital. Nous allons parler de l'innovation congolaise comme levier du développement en RDC. Ils sont venus partager leur expérience avec nous. Voici les invités du jour. Bonjour Jonathan, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites ? Oui, bonjour. Donc, Jonathan Johansen, je suis le directeur général de la CFC et le fondateur d'une nouvelle plateforme de distribution qui s'appelle Flash. Ok, quelle est cette plateforme ? Donc, cette plateforme est une plateforme qu'on espère révolutionnaire sur le plan de la distribution des produits financiers et des produits également non financiers. Donc, c'est une agrégation de services à valeur ajoutée. Ça permet d'abord à un groupe de jeunes, de distributeurs, de pouvoir, dans un seul portefeuille, pouvoir revendre tout un tas de services à valeur ajoutée. D'accord. Donc, ouais. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un peu concret ? Voilà. Donc, un jeune qui, disons, par définition, n'a pas beaucoup de fonds, il peut très bien aller dans une de nos agences, CFC, Western Union, déposer par exemple $50 dans son portefeuille électronique, c'est-à-dire une application qu'il a téléchargée sur son smartphone Android. Cette application, elle est gratuite. Une fois qu'il a téléchargé cette application et qu'il a mis ses $50, à partir de là, il peut faire du transfert d'argent sur notre réseau pour des clients. Il peut également revendre des unités de téléphone de tous les opérateurs, Vodacom, Orange, Africell, Airtel. Il peut également vendre de la data. Il peut vendre du Canal+, il peut vendre du StarTimes, du ZTV. Donc voilà. Alors, avant, s'il voulait faire ça, il lui fallait plusieurs téléphones, il lui fallait plusieurs comptes, il fallait qu'il mobilise beaucoup de fonds de roulement pour pouvoir faire cette activité. Maintenant, chez nous, c'est très simple. D'accord. Juste un compte. Si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, je peux me tromper. Hein. C'est de l'argent dématérialisé sur un seul compte qui peut nous permettre de distribuer sur plusieurs comptes. Exact. Donc, c'est un compte de paiement. Et nous avons toute la marchandise, disons, dans notre plateforme et nos distributeurs accèdent à cette marchandise et ils peuvent directement la distribuer auprès de son client final. Ok, voilà. Ok, c'est super. Donc voilà, c'est une véritable révolution et pour le coup, on est assez fiers de le dire que c'est Made in Congo puisque c'est une application qui a été développée 100% par des développeurs congolais. Eh ben bravo, bravo. Bonjour Thomas. Bonjour Sandrine. Tu es venu nous présenter, l'année dernière tu étais passé dans l'émission, c'était la première année que la Digital Week, la Kinshasa Digital Week apparaissait. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et du coup nous parler de la seconde version? Très bien. Donc l'année passée, nous, notre société s'appelle Kinshasa Digital et nous, Kinshasa Digital, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Ok. Et donc, on s'était mis comme objectif avec nos collaborateurs de regrouper toutes les entreprises et toutes les startups qui pouvaient accompagner ces entreprises dans leur transformation digitale. D'accord. Quand tu dis transformation digitale, je te coupe 2 secondes. C'est une entreprise n'importe laquelle qui n'a rien de digital et on numérise tout. C'est ça ? La transformation digitale, c'est par exemple un brassicole qui a une centaine de camions parce qu'elle doit livrer les bières et les sucrés partout en RDC. Et lorsque un camion qui est à Béni tombe en panne, que fait le chauffeur ? Le chauffeur appelle la centrale qui est à Kinshasa. La centrale va regarder dans l'entrepôt s'il y a une pièce de rechange qui est là. Si la pièce n'est pas là, il doit la commander en Afrique du Sud pour ensuite la livrer à Béni. Donc c'est tout un processus qui met énormément de temps. Ce que nous on propose par exemple, c'est donc on crée un logiciel qui permet de mesurer l'usure, d'estimer l'usure des pièces des pièces des camions. D'accord, ok. Comme ça, à la centrale, ils peuvent directement voir, attention, il y a un warning qui apparaît, la pièce ici du moteur va peut-être être usée dans 2 mois, donc commandez déjà la pièce. D'accord, ok. Donc c'est des logiciels qu'on met en place dans les sociétés pour qu'il y ait une meilleure performance des entreprises. D'accord, ok. Donc Kinshasa Digital, vous êtes spécialisé là-dedans.
Tout à fait. Ok. Et, mais nous, on ne sait pas transformer toutes les entreprises, évidemment. Il y a les acteurs tech qui sont spécialisés dans certains créneaux, qui sont bien meilleurs que nous. Et donc, Dis pas ça. Si. Et donc, on les rassemble tous sous un même toit pendant 2 jours pour partager, innover, s'inspirer des nouvelles technologies qui peuvent accompagner les entreprises, les institutions gouvernementales, D'accord. ici en RDC. D'accord. Ok. Et donc, nous, la mission réelle de Kinshasa Digital Week, c'est de connecter les entreprises et institutions, donc les décideurs du Congo, avec les startups tech. D'accord, ok. L'année dernière, comment ça s'était passé? Parce que il faut quand même rappeler que tu as été le premier à mettre un peu en image l'écosystème du digital en RDC. Enfin, le premier, tout Kinshasa Digital, à mettre l'écosystème en avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on t'a perçu de l'étranger, ou est-ce que finalement il y a un écosystème qui est bien créé ici? Nous, notre mission, donc moi en tant que Congolais, donc moi, ma grand-mère est congolaise, donc je suis revenu ici pour ça. Nous, en tant que Congolais, notre mission première, c'était d'abord de connecter les startups aux entreprises, mais la mission secondaire, c'était de placer Kinshasa, en tout cas cet événement-ci, comme un événement majeur d'Afrique centrale. Donc on s'est donné 3 ans, un objectif de 3 ans, pour que dans 3 ans, ce soit le plus gros événement d'Afrique centrale. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? On fait venir des entreprises et speakers internationaux comme Facebook, comme Google, comme Microsoft. Donc Facebook était venu l'année passée pour la première fois en RDC. Et cette année, ils reviennent avec une plus grande délégation en disant, Super. Effectivement, on n'avait pas vu le potentiel de cet écosystème ici à Kinshasa. Donc là, ils reviennent avec des délégations et ils nous mettent en contact avec d'autres intervenants internationaux pour faire briller cet écosystème ici à Kinshasa. Quand est-ce qu'aura lieu cet événement cette année? Alors, cette année, c'est le 12 et le 13 avril. C'est au Pullman de Kinshasa. D'accord. Le 12 avril, c'est une journée B2B. Donc pour 400 personnes. Et la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on fait une journée qui est pour le grand public. Donc pour le grand public, normalement la place était... donc c'est pour les universitaires, pour les startups, pour les porteurs de projets, pour les développeurs. On fait venir des grandes écoles de développeurs ici lors de cette journée-là, où on va apprendre comment est-ce qu'on crée une startup, quels sont les métiers du digital ici qui existent, et les connecter surtout aux plus grands acteurs comme Facebook, comme Google, Vivatech, Publicis et j'en passe. D'accord, ok. Et grâce à Jonathan, normalement la place elle est à $10, mais Jonathan nous l'offre à moitié prix, donc moins 50%, donc elle est à $5. Eh ben super, merci beaucoup. Ça, Jonathan, c'est top ça. Dans toutes les agences CFC, je pense dans une 50aine d'agences. Ok. Super. Il y a 54 agences à Kinshasa. Donc, vous pouvez trouver tous vos tickets en réduction dans toutes ces agences-là. CFC, Compagnie financière du Congo, vous voyez, ou le logo Flash, vous allez trouver les infos. Super. Et moi, je suis un grand admirateur de ce qu'il a pu accomplir. C'est vrai que c'est top. Ça fait déjà 2 ans dans cette aventure. Oui. Et je vais continuer. On est votre sponsor, on est votre partenaire. C'est bien entendu. C'est top. À côté de toi, il y a le gagnant de ton concours l'année dernière. Est-ce que tu peux nous introduire un peu ce concours et nous parler de Pascal? L'année passée, on a fait un concours de start-up qui s'appelle Startup Contest. On a eu une centaine d'inscriptions sur ce concours, où Jonathan était également jury du concours. Donc on a reçu une centaine de candidatures. Il y a eu une finale où il y a eu 5 meilleures startups qui ont été retenues, qui ont pu participer sur la main stage devant plus de 200 personnes. Et c'est Schoolap qui l'a remporté, je ne vais pas dire haut la main, mais presque haut la main. Est-ce que tu peux présenter... Merci Thomas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux présenter Schoolap, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Pascal Kanik. Je suis cofondateur de Schoolap, qui est une plateforme qui offre des services numériques à tous les systèmes éducatifs. Ok. Donc, en bref, c'est celui.
Et ça sert à quoi exactement? Oui, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir transformer les secteurs éducatifs. La transformation digitale dans les secteurs éducatifs n'est pas juste question d'un logiciel de gestion de l'école, mais nous, c'est vraiment tous les systèmes éducatifs. Donc, nous offrons l'accès à une banque de données fiable, des statistiques, à tous les systèmes éducatifs, partant du ministère jusqu'à toutes les divisions provinciales, mais également l'accès au contenu de qualité pour les enseignants, surtout des zones rurales. Nous offrons l'accès aux leçons, mais aussi la relation entre l'école et les parents via les notifications SMS et puis les systèmes de paiement qu'on pourra intégrer bientôt, justement pour accompagner la transformation digitale. Ok. Ce que je voudrais juste préciser, c'est que Pascal, donc School App, a gagné à la Kinshasa Digital, Wix, pardon, mais surtout, et par la suite, ce n'était que le début de nombreux concours que tu as gagnés. Oui, effectivement. Et que maintenant, tu seras en Suisse bientôt pour représenter la RDC à Seedstar. Oui, effectivement, je voulais quand même aussi remercier encore Kinshasa Digital parce que c'est de là que nous avons été découverts par l'écosystème, notamment notre juré qui était là. Ils nous ont choisis et à partir de ce moment, tout a commencé. Et tout ce qui a suivi après, je crois que c'était des réussites, entre guillemets. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que partant de ce que nous avons gagné chez eux, nous avons pu remporter beaucoup d'autres titres et jusqu'à remporter Seedstar national d'abord ici, mais aussi au niveau mondial, dans les réseaux Seedstar qui regroupent 75 pays, des pays émergents. Nous sommes dans les top 3 des plateformes de l'éducation. Et donc nous allons en Suisse pour revendiquer la première place et je crois que nous allons remporter. Et donc nous voulons, à travers ces parcours, montrer que réellement ici, l'écosystème est en train de bouger, il y a des choses qui se font et les gens doivent prendre au sérieux le travail qui se fait en coulisses. Super Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier, nous sommes ravis de le recevoir sur ce plateau, on le remercie. Il est le premier à le faire ici en RDC. On est en pleine transformation numérique et il est premier à le faire dans la gouvernance, dans le gouvernement. Pardon. Je vous demande d'applaudir bien fort pour le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien installé? Oui, parfait, je suis confortable. Super. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous êtes le premier à le faire, c'est une innovation ici en RDC, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez eu cette idée de pouvoir passer, de passer votre gouvernement à la transformation digitale? D'abord, je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Et ce projet en fait de digitalisation, de transformation numérique de la santé est un projet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, car nous sommes persuadés que la digitalisation, la numérisation est en mesure d'améliorer sensiblement le niveau de santé de la population à RDC et d'améliorer aussi surtout l'accessibilité à des soins de qualité. Et donc en décembre, nous avons créé donc l'Agence nationale d'ingénierie clinique, d'informatique et d'information en santé. Donc c'est une agence dont la mission est de développer l'informatique en santé. Et sa mission aussi est destinée donc à porter toutes les questions qui sont relatives à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé. Et la finalité, comme je le disais, c'est vraiment d'essayer de répondre à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le secteur de la santé. Et la finalité, bien sûr, c'est améliorer la qualité. Quand vous dites améliorer la qualité, est-ce que je peux vous demander comment la numérisation peut améliorer la qualité de la santé? Tout le monde est bénéficiaire. D'abord, du point de vue des services publics, la numérisation va d'abord amener plus de transparence. La numérisation peut amener plus de redevabilité et elle va également amener plus de performance parce que lorsqu'on numérise,
on mesure la performance, et lorsqu'on mesure la performance, on est dans une logique donc de redevabilité et d'amélioration continue. Du point de vue du patient, en fait, lui, il aura accès d'abord à des soins de qualité. Dans la qualité des soins, il y a surtout la question de l'accès à la connaissance. Donc, le prestataire qui soigne le malade doit être connecté au savoir universel. Donc, si le prestataire qui le soigne est connecté au savoir, a accès à la connaissance, mais automatiquement, le patient bénéficie des soins de qualité. Parce que souvent, dans le secteur de la santé, on pense que la qualité, c'est l'infrastructure. C'est le scanner, c'est l'échographie. Mais en fait, la qualité, c'est d'abord la connaissance. La médecine, c'est d'abord un diagnostic. Et le diagnostic, c'est de l'information, c'est de la connaissance, c'est du savoir. D'accord. Vous avez récemment fait un hackathon. Oui. Donc vous avez proposé à des jeunes développeurs, des jeunes Congolais, de pouvoir vous faire une application. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet hackathon, s'il vous plaît? Alors, dans le hackathon, nous avions deux objectifs. Le premier objectif, c'était la sensibilisation. Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que nous avions constaté que, bien que nous soyons le pays où Ebola a été découvert en 1976, donc ça fait plus de 40 ans, le niveau de connaissance de la maladie est extrêmement faible, particulièrement à Kinshasa. Pour la plupart des personnes, Ebola, c'est très très loin, c'est à l'équateur, maintenant c'est dans l'extrême nord-est. Donc il y avait quand même un besoin donc, de sensibilisation. Et je crois que l'hackathon était une excellente opportunité pour cela. Le deuxième objectif poursuivi dans l'hackathon, comme nous sommes au sein du ministère de la Santé dans une dynamique donc, de modernisation, il nous fallait aussi rechercher les talents. Et ces talents dans le domaine du numérique ne sont pas nécessairement dans notre secteur de la santé. Il faut sortir de la médecine, il faut sortir des facultés de médecine et aller chercher les talents là où ils sont. Et je crois que nous avons été extrêmement surpris par la qualité des présentations. En 24 heures, ils sont parvenus à proposer. Moi, je n'étais pas dans le jury, je ne sais pas qui a gagné, mais en tout cas, les présentations auxquelles j'ai participé sont vraiment des présentations, mais de très haut niveau, et qui répondaient à des vraies questions que nous nous posions au jour le jour dans la riposte à Béni Boutembo. Donc oui, il y a eu plusieurs réponses alors. Donc on ne sait pas encore quel gagnant, mais ces jeunes ont réussi en 24 heures à vous produire ce que vous attendiez. Ah oui, non, en 24, c'est-à-dire que ce que nous on attendait de la riposte, c'est que nous sommes confrontés tous les jours à des questions de suivi des contacts, des questions d'alerte, des questions de surveillance. Et donc pour nous, la question, c'était de savoir dans quelle mesure le digital, le numérique, pouvait nous aider à améliorer notre quotidien, améliorer la performance du travail que nous faisons sur le terrain. Et nous avons vraiment été surpris par ces jeunes qui, en 24 heures, c'était des équipes mixtes, hein. Je crois qu'il y avait des informaticiens, enfin des spécialistes du numérique, il y avait des communicants, des spécialistes en communication et des jeunes de la faculté de médecine. Et ensemble, ils nous ont vraiment épatés et ont même proposé des solutions sur lesquelles nous étions en train de travailler. Donc c'est vraiment, j'étais agréablement surpris et j'ai sûrement décelé quelques stars, quelques vedettes avec lesquelles on pourra travailler dans l'avenir. Ah, super, super, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, merci vraiment encore d'avoir pris sur votre temps, d'être avec nous et de partager avec nous votre savoir aujourd'hui. Merci beaucoup. On applaudit bien fort. On va pouvoir passer au débat du jour. Est-ce que vous pensez que le secteur du digital peut être l'avenir de la RDC, Monsieur le ministre? En tout cas, le digital, le numérique peut nous aider à réellement transformer le pays. Je crois qu'une des problématiques dans le secteur de la santé, mais je crois que ça peut être transposé à d'autres secteurs. Nous étions confrontés pour moi à deux types de problématiques. La première, c'est l'absence d'outils de gestion. Comment est-ce qu'on optimise la société, comment est-ce qu'on optimise les services, que ce soit financiers, que ce soit dans tous les secteurs. Le digital, le numérique
peut aider à améliorer la performance des services qu'on offre à la population. Et le deuxième volet, c'est justement celui sur lequel j'insiste toujours, c'est de permettre à tout un pays d'être connecté au reste du monde, d'être connecté aux meilleurs spécialistes, à toutes les grandes entreprises, à toutes les grandes innovations. Donc pour moi, le numérique peut vraiment être un moteur de la vraie transformation de la République démocratique du Congo. Super. Pascal, toi, tu es aujourd'hui un acteur du changement du digital. Est-ce que toi, tu penses que le digital est l'avenir de la RDC? Oui, effectivement. Je voudrais déjà remercier le ministre parce que c'est le type de leadership que tout ministère devrait aujourd'hui s'imprégner, particulièrement dans le secteur où nous sommes, de l'éducation. Je ne vois pas comment parler de l'amélioration des qualités de l'éducation sans évoquer le digital. Aujourd'hui, à travers les pays, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien en fait. Maintenant, comment nous pouvons partager les connaissances qui sont ici à Gombe aux enfants qui sont dans les Kivu? Il n'y a que le digital qui peut faire ça. Donc pour moi, je crois qu'il n'y a même pas une autre solution. Il n'y a que le digital qui peut vraiment faire en sorte que rapidement nous sortions du trou où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc nous voulons les ministres qui viendront, qui soient un peu animés de cette vision d'excellence, justement, en évoquant le digital dans la politique de chaque ministère. Je crois que c'est très important. Okay. Jonathan? Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec ce que mon collègue dit ici. Il est essentiel qu'on commence à évoluer dans la e-governance et je suis ravi d'entendre qu'au ministère de la Santé, c'est déjà une réalité. Je sais qu'il y a d'autres ministères qui sont en train de s'y mettre. Ah, c'est une exclue? Non, je sais qu'il y a maintenant un conseiller spécial sur le numérique. Et je sais qu'on est en train de plancher déjà sur comment vraiment se mettre un peu à niveau. Comme on peut prendre des exemples dans d'autres pays, hein, le Kenya ou le Rwanda qui est très proche, où là, réellement, ça a pris de l'ampleur. Et si je peux également parler sur notre domaine, qui est le domaine financier, dans un pays où la bancarisation est si faible, on a moins de 6% de taux de bancarisation, la digitalisation des services financiers, c'est une opportunité énorme pour l'inclusion financière. Je pense que c'est la solution pour que tout un chacun puisse un jour avoir un compte, même si ce n'est pas un compte bancaire, ça peut être un compte mobile money ou un compte de paiement, et grâce à ce compte-là, pouvoir accéder à des services, pouvoir monétiser également tous les services, que ce soit les services de l'État, au niveau de la gouvernance, les taxes, mais que ce soit également au niveau des services éducatifs ou autres. Il y en a qui sont payants, il y en a qui ne sont pas payants, mais parfois on est exclu parce qu'on ne peut pas payer $1 ou 50 centimes une initiative ou un syllabus. Donc aujourd'hui, grâce à la digitalisation, ça va permettre cela aussi. Également, l'inclusion financière, pouvoir avoir des comptes, c'est également à terme pouvoir offrir du crédit aux gens. Et offrir du crédit, j'aimerais bien que justement vous creusiez un peu là-dedans parce que souvent on a rencontré beaucoup de jeunes start-upers sur le plateau qui ne comprennent pas l'importance de l'inclusion financière. Ils ont l'impression qu'ils vont avoir de la publicité qui va leur donner des moyens et du coup il y a ce côté-là qui est très difficile à comprendre pour un jeune start-upper. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est l'importance de l'inclusion financière? Voilà, donc tout jeune start-upper, ici on a des talents comme partout ailleurs, même parfois on est étonné. Je vous ai expliqué au début d'émission qu'au début, on est allé à Londres pour aller chercher des talents pour faire notre application. Au bout d'un an, ça ne marchait pas. Et finalement, ce n'est qu'au Congo, avec des Congolais, qu'on a réussi, avec des développeurs, à faire une application de premier ordre, de premier rang, sur les activités financières et non financières. Donc pour tout start-upper qui aujourd'hui veut démarrer et se dit « mais comment je vais faire pour monétiser ?» La seule et unique manière de monétiser, c'est de pouvoir donner accès au grand marché, c'est-à-dire aux gens qu'ils ciblent, à la population, accès à des moyens de paiement. Et aujourd'hui, quand on dit moyens de paiement, on ne parle pas de cash, on parle dans la digitalisation, ça peut être un compte en banque, ça peut être de la mobile money. Donc nous, par exemple, au niveau de notre entreprise, on est en train de mettre en place des plateformes qui vont permettre à tout start-upper qui crée une application de pouvoir la monétiser, soit avec du cash, parce qu'aujourd'hui tout le monde a du cash, c'est ça la vérité. Donc dans notre réseau d'agences et d'agents, des jeunes agents, on peut venir déposer de l'argent et avec cet argent, on peut recevoir un code
qui nous permet d'acheter des biens et des services sur Internet. Donc, si un start-upper fait une application et il veut monétiser, il pourra le faire à travers nos solutions. On n'est pas les seuls. Il faut juste que... Oui, pardon. Voilà. Je dis, on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, les banques également sont en train de faire beaucoup d'efforts avec leurs applications pour pouvoir inclure toute une partie de la population qui aujourd'hui n'a pas accès aux services financiers. Donc ça, c'est un moyen, donc monétiser leurs services. Et un deuxième moyen, c'est qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il y a toujours un début à quelque chose. Nous aussi, on est à l'an zéro. Les initiatives de la Digital Week, c'était vraiment l'an zéro de la digitalisation en RDC. Ouais. Donc là, on est à l'an 1. Voilà. Donc on est à l'an 1, donc il y a beaucoup de chemin, mais je pense qu'avec des initiatives comme celle du ministère de la Santé, du gouvernement en général, et puis des entreprises, on va y arriver. On va se mettre à niveau. Thomas, est-ce que toi, à travers la Kinshasa Digital, tu as rencontré des startups qui, elles, ont besoin d'inclusion financière. Comment on procède dans ces cas-là? Qui ont besoin d'accompagnement, d'avoir des outils de paiement sur leur site en ligne. Il y a un an, il y avait peu, voire presque pas de solution qui existait pour les startups tech de vendre devant leurs produits et services sur Internet. Maintenant, grâce à des solutions comme Flash, chacun peut maintenant monétiser tous les startups peuvent monétiser leurs biens et services sur Internet. Donc il y a une grande avancée comparée à l'année passée. Est-ce qu'on peut, Marina devait être là, elle n'est pas là, est-ce qu'on peut parler de la femme dans le digital? Je me retourne vers toi, je sais que tu connais un peu les incubateurs. Est-ce qu'il y a une place pour les femmes dans le digital réellement? Moi, j'en connais pas beaucoup. J'ai eu l'occasion de rencontrer peut-être 2 femmes développeurs depuis que je suis ici. Est-ce que tu saurais nous en parler? Nous, on a fait un hackathon qui était une grande réussite il y a 2 semaines de cela. On ne peut pas donner le vainqueur, même si on le connaît déjà. Quand est-ce qu'on saura d'ailleurs ce vainqueur? Le vainqueur sera donné le 12 avril pendant la Kinshasa Digital Week. Ok, super. À ce moment-là. Mais on a été très surpris. On a eu énormément de candidatures de femmes pour ce hackathon-là, qui étaient des développeurs, qui étaient dans la médecine ou dans la communication, qui prenaient le lead lors de grands débats. Et dans le top 3, il y a 2 équipes où ce sont les femmes qui sont représentées. Donc, il y a une très grande place. C'est important. Oui, il y a une très grande place. Il faut leur donner cette place, et encore plus, je pense, dans le futur. En tout cas, chez nous, on a vu que ce sont elles qui ont marqué les esprits. D'accord. Monsieur le ministre, justement, cette place des femmes, là, je fais appel à vous, l'homme et ministre en même temps, mais ici, en RDC, on a du mal à avoir des femmes entrepreneurs qui se démarquent. À votre avis, pourquoi ? C'est-à-dire que dans le ministère de la Santé, nous avons au moins 35% de femmes dans les hauts cadres. D'accord. Donc moi, j'ai tenu à ce que les femmes soient bien représentées au sein du ministère et dans les postes de responsabilité. Moi, j'ai toujours le sentiment que la femme est très bien représentée dans mon environnement général, que les femmes sont extrêmement présentes dans la vie publique. C'est vous qui animez une très belle émission. Je crois que les femmes sont extrêmement dynamiques, elles sont porteurs d'un dynamisme, et je crois qu'il faut surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça encore ? Qu'il n'y ait pas de difficultés d'accès ou de sélection adverse, mais je pense que les femmes sont présentes, elles doivent affirmer leur position, mais je pense que dans tous les métiers ici autour, je crois que tous doivent être entourés de femmes et qu'elles assument bien les responsabilités qu'elles ont au sein du ministère et du cabinet en particulier. Les femmes sont très bien représentées. Je crois qu'il faudrait juste la digitalisation, la numérisation va peut-être aussi amener à changer en partie les mentalités. Peut-être que dans les métiers où la force
de l'homme, les métiers à haute intensité de travail. Il y a peut-être un minimum de ségrégation, mais je pense que dans tout ce qui est innovation, dans tout ce qui est savoir, dans tout ce qui est numérisation, je crois que très très vite, on verra très bien que les femmes sont extrêmement compétitives et qu'elles continueront à s'affirmer autant que les hommes. Elles sont tout autant innovantes, créatrices. Et je crois que dans l'univers de la créativité, je crois qu'il n'y aura pas de différence. Ok. Pascal, tu as des femmes qui travaillent avec toi dans le digital? Oui, j'ai des femmes. Autre que ton assistante? Oui, c'est quand même un challenge pour les jeunes dames, je peux dire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien d'encourager la femme, mais il faut que la femme aussi se réveille pendant que l'homme se réveille. Nous sommes encore au début de la digitalisation du Congo. Il faudrait que les jeunes dames puissent aussi se lancer. Comment ça se passe pour toi quand tu cherches des développeurs? Parce que je ne sais pas s'il y a des centres de formation aux développeurs, et justement parce qu'on rencontre des développeurs comme des talents, mais on dirait que c'est comme des ovnis. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent, quelle formation ils ont eue, puis ils sont hyper bons. Et puis finalement, il y a quelques femmes, mais pas trop. Comment ça se passe? Oui, moi, déjà que je fais mathématiques appliquées à l'UNIKIN. Ah ouais, donc, toi, tu étais dans leur monde, toi. Je suis sorti de ces berceaux. Et donc, il y a des développeurs que nous connaissons, il y a les réseaux des développeurs notamment, mais aussi ceux que nous avons déjà, ils sont des réseaux de développeurs. Mais ce que je dirais, c'est que actuellement, on trouve de moins en moins, je ne sais pas si Thomas partage le même avis, de moins en moins les femmes développeurs. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le métier est très compliqué ou bien... De moins en moins? Il y en avait avant? Au début, quand nous étions au campus, par exemple, il y a des collègues qui s'étaient lancés. Mais je crois qu'à la fin, il n'y a vraiment pas trop de femmes qui restent développeurs. D'accord. Ils préfèrent soit s'orienter dans d'autres secteurs, être dans le commercial. Mais rester développeur, je crois que c'est pas trop de femmes. D'accord, c'est particulier. C'est parti. Jonathan, vous avez... J'appuie encore un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir de femmes développeurs plus que ça. Bon, peut-être je vais vous surprendre, mais notre lead développeur, nous on a une équipe de 6 développeurs. Notre lead développeur, c'est une femme congolaise. Je suis surprise en positif. Voilà, mais il n'y en a qu'une, c'est elle la meilleure, mais c'est possible. Et moi je trouve que les femmes ont leur place à jouer dans le numérique. Je suis d'accord avec Monsieur le Ministre. Il n'y a pas de pénibilité particulière dans le codage, c'est plutôt une matière intellectuelle. Et les femmes, ils ont une capacité, bon, c'est pas pour vous flatter, mais vous pouvez computer, numériser, réfléchir à plusieurs choses à la fois, chose que parfois l'homme n'arrive pas, il est monotâche. Et donc dans le codage, moi j'apprécie beaucoup, les femmes souvent viennent avec des solutions que des hommes n'auraient pas pensé. Donc je pense qu'elles ont vraiment réellement leur place dans cette révolution numérique. Monsieur le ministre. Oui, juste pour compléter ce que les autres amis ont échangé. Peut-être l'effort qu'il faudrait faire du côté de l'éducation, c'est peut-être d'essayer de sortir des clichés. Parce que malheureusement, dans la société, je le vois en médecine, la chirurgie, c'est un métier d'homme. Mais en fait, à un moment donné, il faut sortir de ces clichés, de ces stéréotypes. Il y a des excellents chirurgiens femmes. La première opération de chirurgie cardiaque ici à Kinshasa, le lead était une jeune chirurgienne cardiaque congolaise. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait, dans l'éducation, dans notre environnement culturel, essayer donc de sortir des clichés et de ne pas d'ouvrir toutes les opportunités aux dames et de bien leur faire comprendre qu'il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme, que tous les métiers, tous les rêves leur sont permis. Peut-être qu'il faudrait jouer aussi dans l'éducation. Oui, c'est vrai qu'il y a certainement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées, de clichés qui sont véhiculés. Peut-être qu'en effet, il y a des choses qui peuvent être faites. Dando, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler justement de ça?
D'accord. Moi, je m'appelle donc Dandu Walkenhuizen et je travaille avec Monsieur Thomas Kinshasa Digital, pour la Kinshasa Digital Week. Et j'interviens sur le point de l'éducation, en fait, parce qu'il y a une initiative qui a été prise et une école a été fondée, la Mine, où on cible justement les femmes. Donc on donne accès aux femmes au métier du digital et c'est des formations gratuites. C'est des formations gratuites et aussi elles n'ont pas besoin de matériel. Elles doivent juste venir. Sur place, elles ont du matériel et à ce moment-là, elles sont formées. Donc c'est la Mine, mais ça a été, c'est en lien avec Lumumba Lab. Donc voilà, moi je voulais parler de ce point-là en lien avec ce que Monsieur le ministre a dit, qu'il y a un problème d'éducation parce que souvent on se dit pourquoi les femmes ne se lancent pas, mais pourquoi ? Mais parce que souvent on ne donne pas accès aux femmes, on ne les encourage pas en fait, parce que c'est stigmatisé, les mathématiques c'est pour les hommes, voilà, donc il n'y a pas en fait des initiatives dans ce sens-là et moi je trouve que la Mine c'est très intéressant parce que du coup on ouvre les portes et on casse un peu ces stéréotypes-là en disant que voilà, c'est pas un métier d'homme, c'est un métier qui s'apprend tout simplement. Tu sais depuis combien de temps c'est ouvert ? C'est tout récent, hein, ouais, c'est tout vraiment récent. tout récent. Ok. Peut-être qu'il y a une réalisation qui a peut-être un besoin par rapport à la gente féminine et que en tout cas c'est une initiative qui a été prise et il y a plusieurs... Une très bonne initiative. Voilà. Donc, espérons que ce seront toutes des leaders comme chez CFC alors. Ouais. C'est la dernière question que je vais vous poser. À votre avis, quel type de projet retiennent le plus l'attention dans le digital ? Dans le secteur de la santé, c'est surtout les projets qui portent sur l'utilisation des données. D'accord. Il y a énormément de données qui sont produites dans le secteur de la santé et le défi pour l'instant, c'est d'essayer d'utiliser toutes ces données qui sont produites pour améliorer la prise de décision, d'avoir une prise de décision factuelle basée sur des données. Donc ça, c'est vraiment pour moi, dans le domaine de la médecine, ce qui est le plus porteur. Donc des décisions basées sur les données et améliorer le fonctionnement, les processus au sein des hôpitaux ou bien même dans la riposte Ebola. Notre challenge, c'est vraiment d'avoir une riposte qui est dirigée par les données épidémiologiques qui remontent du terrain. Donc dans le secteur de la santé, c'est surtout ça. Essayer de bien utiliser toutes les données disponibles, bien les récolter, les valider, les analyser et orienter, éclairer les décisions sur base des données. Ok, super. Thomas ? Les sujets qui intéressent de ce qu'on nous voit, mais c'est les startups qui répondent à des problématiques réelles du pays. Comme on a vu donc, sur la santé, lorsqu'on a fait le hackathon, la résonance internationale qu'a eu ce hackathon, en plein direct du hackathon, il y a Facebook qui nous envoyait des messages en disant comment est-ce que je peux accompagner ce type d'initiative qui répondent à une vraie problématique. Et c'est ça qui est extraordinaire ici, quand on voit School App qui répond à une réelle problématique d'infrastructure du pays. Il est parmi les 3 meilleures applications d'EduTech d'un concours mondial où il y a peut-être 1000 participants. Et également dans la finance. En tout cas, nous, on a reçu pour la Digital Week une centaine de start-up, de candidatures de start-up, et on voit qu'elles sont toutes en train d'essayer de répondre à une problématique du pays. Il y a Forbes Afrique, Canal+, RFI, France 24 qui nous ont appelés pour dire mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? On voit qu'il y a vraiment une mouvance là maintenant. Donc moi je suis très très optimiste sur les prochaines années, ce que les startups vont apporter comme solution au pays. Ok. Pascal ? Oui, merci beaucoup. Je crois que la question pour moi c'est peut-être mal placé parce que je suis start-up. Oh, mais donc, tu sais quand même. Pourquoi toi à la base tu t'es lancé dans justement tout ce qui était EduTech ? C'est presque ce que monsieur le ministre venait de dire, les données. Les données. Il n'y avait pas de données pour prendre des décisions. Je travaillais chez Vodacom dans l'analyse à la direction générale. On avait besoin de travailler sur les systèmes éducatifs. Il n'y avait aucune donnée fiable. Et donc à la base, School App répond à cette problématique que le ministère de la Santé recherche, mais que l'éducation pourrait déjà exploiter avec nous, parce qu'on remonte toutes les données de la base jusqu'au sommet.
Et donc, comme Thomas vient de le dire, nous avons une solution ici pertinente. Nous avons été remporter les prix de l'innovation pédagogique en France, où il y avait tous les pays francophones qui ont participé. Nous avons remporté les prix et c'est venu du Congo, des jeunes Congolais. Donc, il y a des solutions pertinentes, mais tout dépend du problème que vous voulez résoudre. Parce que c'est ça aussi la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat. Il faut résoudre un problème réel du marché et non juste chercher à se faire de l'argent. On n'est pas des commerçants, on est des entrepreneurs. Et donc, il y a l'innovation et la solution qu'on apporte pour les pays. Merci Pascal. Jonathan. Oui, mais moi aussi, si je peux parler de plutôt mon domaine, qui est les finances, ce problème s'est posé à moi il y a déjà près de 8 ans, quand je travaillais à l'époque pour une société qui s'appelle Tigo. Donc on m'a demandé de lancer la mobile money en RDC. Donc j'ai lancé la marque qui s'appelait Tigo Cash, maintenant ça s'appelle Orange Money. Donc c'était un combat de se dire, bon, la bancarisation c'est bien beau, mais on ne va pas y arriver. En tout cas, c'est des efforts qui ont besoin de beaucoup de capitaux pour pouvoir bancariser tout ce grand pays. Donc on s'est dit, la monnaie c'est la solution. Et au bout de 2 ans, effectivement, on a pu lancer la mobile money, mais on n'a pas atteint les niveaux qu'on espérait, hein, que ce soit pour la marque que je représentais ou pour les autres opérateurs de mobile money. Parce qu'on a voulu faire les choses comme on faisait au Kenya. Mais notre pays, ce n'est pas le Kenya. On a d'autres problématiques. Il y a d'autres manières. Il faut une certaine intelligence propre, qui est la nôtre, congolaise, pour trouver les solutions à nos problèmes. Si on croit qu'on va juste faire un copier-coller et que la solution est là, ce n'est pas vrai. La solution ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir par nous-mêmes. Et comme je vous dis, dans ma propre expérience, on est d'abord allé chercher des gens à l'extérieur, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Finalement, en 9 mois, on a pu, nous, lancer une solution qui a permis de l'inclusion financière, en tout cas pour nos agents. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est une inclusion financière beaucoup plus élargie à la population. Encore une fois, pour moi, la digitalisation, c'est, OK, quand on a eu accès à Internet, ça nous a ouvert le monde. Donc il y a des millions de Congolais qui, grâce maintenant à l'Internet, surtout l'Internet mobile, ont accès à toute une base de données, de connaissances et peuvent voir qu'est-ce que les autres font et eux-mêmes pouvoir adapter ou appliquer ou utiliser ces outils-là. Ça, vraiment, aujourd'hui, ça va faire quoi, peut-être 4 ans, 5 ans qu'on a vraiment un large accès à l'Internet. Donc maintenant, on espère qu'avec l'inclusion financière, ça va nous donner également l'opportunité de pouvoir accéder à un marché de capitaux, à un marché d'opportunités qui aujourd'hui n'était pas possible. Donc moi, je l'espère réellement et je suis confiant. Dans ma société, on s'investit à 200% sur la numérisation, la digitalisation de tous nos applicatifs. Merci beaucoup Jonathan, merci, c'est passionnant vraiment, je me suis laissé embarquer avec vous, non mais c'est vraiment passionnant. J'aimerais que monsieur le ministre, que vous puissiez terminer cette émission avec un conseil, c'est beaucoup de jeunes qui nous regardent, on essaye de devenir un espèce de point de référence comme talk show de la jeunesse congolaise sur B1. Et souvent, on aime bien que notre invité principal donne un conseil à une jeunesse qui se réveille tous les jours et qui est encore un peu à la traîne par moment. Il y a des talents et puis il y en a encore qui traînent un peu. Et j'aimerais bien que vous puissiez les conseiller, vu que vous nous avez déjà éclairé par rapport au ministère de la Santé. Lourde responsabilité de conseiller une jeunesse. Mais le principal conseil que je donnerais à la jeunesse, c'est de croire en elle-même. Et comme le disait Jonathan, c'est vraiment de dire, oui, mais les solutions viendront de la jeunesse elle-même. Les solutions viendront de nous-mêmes, elles ne seront pas importées d'ailleurs. Nous devons rester connectés au monde, être au courant de ce que font les autres pour justement trouver les solutions les plus adaptées à notre environnement. Ça, ce serait mon plus grand conseil. Et le deuxième conseil, peut-être à tous ceux qui sont autour de la table, qui sont dans le numérique, c'est d'investir énormément dans l'éducation numérique de la population. Je crois que c'est un véritable défi. Et dans cette éducation numérique, ne pas oublier les mamans, les jeunes filles, pour qu'elles ne se sentent pas exclues de l'univers et de l'économie digitale qui nous guidera tous demain. Super, voilà en merci. quelques mots les conseils. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. J'étais ravie de partager ce moment avec vous.
On a appris énormément. Merci à tous pour tout le temps que vous avez mis. Monsieur le ministre, merci vraiment beaucoup. On a appris énormément aujourd'hui et c'est pas fini. Je vous dis donc à la semaine prochaine!